La vague digitale déferle, comment l'entreprise doit-elle manœuvrer? Pour en parler, donc, je rappelle que nous sommes avec Gérald Karsanti, président directeur général de Hewlett-Packard Enterprise France, et Alain Roumillac, président de Manpower Group France. Et je rappelle que vous avez écrit tous les deux donc, ce livre, Digital, Emploi et Compétences, Terre Nouvelle, Droit devant, aux éditions Erol. Et alors, première question, pourquoi avoir décidé de vous associer pour écrire ce livre, Alain? Écoutez, on travaille beaucoup avec nos clients qui nous posaient la question, je suis en train de vivre ou de mettre en œuvre une vraie transformation digitale, je vais avoir des impacts sur mes compétences, j'ai du mal à intégrer les jeunes, génération Y, génération Z, et donc nous, on réfléchit sur ces sujets-là et pour les accompagner, et moi ça m'a amené à quelques convictions. Et puis, il me semblait intéressant, justement, à partir du moment où on parlait de digital, c'est de m'associer avec Gérald, que je connaissais depuis un certain temps par ailleurs, et lui, sans doute avec un œil encore plus pointu sur la technologie, ce qu'elle apporte, ses usages et comment est-ce que ça va se développer. Et puis moi, avec le regard plus ressources humaines, et de partager ces points de vue. Et on a très vite convergé sur le fait que d'ailleurs j'avais la même vision du sujet. Voilà d'où c'est parti. Alors je le dis pour nos internautes, c'est un livre donc, qui prend la forme d'une discussion avec Christian Bogos. Vous répondez ensuite l'un et l'autre aux questions posées, pour autant c'est vous qui l'avez écrit, on le précise parce qu'on en parlait juste avant l'émission. Gérald, Terre Nouvelle, Droit devant, c'est Terre Nouvelle, qu'est-ce que c'est? Ces terres nouvelles, c'est en fait ces espaces qui sont créés par de nouveaux acteurs, des nouveaux entrants qui viennent, qui envahissent en fait finalement tous les secteurs, et envahissent dans le bon sens du terme, tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, tous les métiers, et ils viennent finalement transformer un peu tout ça, obligeant les entreprises établies, celles qui pensent ne pas devoir bouger, à se remettre en cause, sous peine de se retrouver sur le bas-côté de la route. Et je pense que c'est le Terre Nouvelle, c'est une bonne dénomination parce que c'est vraiment ça. On peut le voir d'une façon négative, en se disant on est mis sous pression. On peut aussi le voir d'une façon optimiste, c'est la vision que nous avions, de se dire il existe d'autres endroits qui sont porteurs de croissance et de dynamique. Il faut juste avoir la capacité d'y aller. Donc c'est la fameuse peur de l'ubérisation entre guillemets, c'est on voit de nouveaux acteurs émerger qui remettent en question notre business model. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on le voit comme une menace ou une opportunité? Moi j'aimais bien la phrase il y avait une interview de Maurice Lévy dans le Financial Times, c'est là qu'il a d'ailleurs je crois inventé la formule se faire ubériser, et ça c'est le génie des publicitaires. Et il expliquait ça, il disait en fait la crainte qu'on a tous, et moi je trouve que c'est ça résume bien la question, c'est d'arriver un matin à son bureau et de voir quelqu'un installé sur son fauteuil en se disant monsieur ou madame, que faites-vous ici? Eh bien je suis venu parce que voilà, je vous ai pris votre secteur ou votre business. Et c'est pas juste un leurre, c'est une réalité. Hein. Quand on regarde ce qui s'est passé, je citais l'hôtellerie, le marché de l'hôtellerie, entre Airbnb et sociétés équivalentes qui ont pris entre 15 et 18% du chiffre d'affaires, et puis de l'autre côté, les Booking.com, TripAdvisor qui ont pris la marge du secteur, une partie de la marge du secteur. Les hôtels, les chaînes d'hôtels qui ne réagissent pas, et encore une fois, Accor Hôtel l'a fait, très bien, mais les chaînes qui ne le font pas, elles sont en grande difficulté. Et elles sont ramenées finalement aux basiques du métier. Alors qu'en fait, en réalité, il faut aller chercher de la valeur. Et alors justement, tous ces nouveaux arrivants qui arrivent et qui viennent challenger les grandes entreprises, est-ce qu'on peut dire qu'ils réinventent totalement la donne ou est-ce qu'ils adaptent un modèle déjà existant sur un nouveau canal ou un nouveau média qui est Internet justement? Moi je pense qu'ils apportent, et souvent on utilise le terme d'expérience client, ils permettent de simplifier les choses. Souvent ils apportent une valeur qui est une valeur différente et qui est d'ailleurs recherchée par les internautes ou par les clients, les consommateurs. Et donc, ils réinventent la façon d'opérer. Ils automatisent aussi bon nombre de tâches, donc ce qui leur permet d'avoir un business model qu'on qualifie souvent de plus frugal. Et donc, et en cela, ils sont plus légers, plus rapides. Ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, et en cela, ils viennent challenger donc le business model des entreprises existantes. Je voudrais aussi rajouter, et tout à l'heure j'ai fait la distinction entre le B2C et le B2B, et ça je pense que c'est très vrai lorsqu'on s'adresse directement au consommateur, dans la relation inter-entreprise,
Je crois que ça va être justement une problématique un peu différente. Je pense que ça va être la façon dont les acteurs actuels vont se transformer. Il y en a qui, bien sûr, qui vont se transformer plus vite que les autres. C'est peut-être la base de votre première brève. Et donc, je pense que c'est aussi le challenge de toute entreprise d'être suffisamment innovante pour apporter ces services qui sont aujourd'hui possibles grâce à la technologie et pour être en avance sur son marché. Et alors, quand on est une entreprise qui est bien ancrée sur son marché depuis un certain nombre d'années, comment justement on s'adapte à ces nouveaux arrivants et aux nouvelles attentes des consommateurs? Alors, il n'y a pas une recette, il y en a plein. Mais la première des choses, c'est d'être en veille. Je pense qu'il faut se mettre en veille technologique, en veille d'innovation. La deuxième, c'est d'avoir un recrutement continu et de faire rentrer en particulier des compétences, pas forcément uniquement des Gen Y qui arrivent avec la compétence digitale, mais aussi des salariés qui ont plusieurs expériences, qui ont mené des projets diversifiés. C'est ensuite de faire travailler l'intergénérationnel, parce que je pense qu'on s'est aperçu que si vous donnez des projets uniquement à des Gen Y, s'ils n'ont pas d'expérience, ça ne va pas être très évident. Inversement, sans expérience digitale, c'est parfois difficile aux générations qui sont les nôtres. Donc il faut finalement un intergénérationnel qui fonctionne. Donc celui qui a l'expérience, c'est celui qui connaît la machine, entre guillemets, ou qui sait s'adapter à la machine et qui échange. Oui, parce qu'en fait on connaît l'entreprise, on connaît le secteur, donc on sait ce qui marche pas, et puis il y a le regard nouveau de ces jeunes générations qui arrivent. Donc ça, c'est plutôt efficace. Après, il y a tout un tas de recettes qu'on ne va pas développer dans le détail, mais qui sont plus liées à l'entreprise et à l'organisation. Je pense aujourd'hui, Hewlett Packard Enterprise est un bon exemple, où on a décidé finalement de réduire notre taille pour le small is beautiful et de retour, où on se dit finalement quand on est plus agile, on capte mieux ce qui se passe sur le marché. Et c'est un peu la stratégie qu'a poursuivi Meg Whitman, notre patronne mondiale, et je pense que c'est une autre façon de le faire. Mais pour les entreprises qui sont déjà plus petites, eh bien, je pense que les recettes d'avant sont assez efficaces en général. Et alors ça, justement, l'organisation, vous en parlez dans votre livre, les attentes des salariés ne sont plus les mêmes, leur place n'est plus forcément la même, la place du dirigeant est également, elle, remise en cause. Si on devait imaginer, moi qui suis plus jeune que vous, l'entreprise dans laquelle je travaillerai dans quelques années, elle ressemblerait à quoi? Elle serait toujours aussi grosse? On aurait toujours la même place? Est-ce que le CDI existerait toujours, par exemple? Alors, je pense que les entreprises vont avoir des changements assez majeurs, parce que ce qu'évoque Gérald sur le fait de dire small is beautiful, c'est que je crois que la taille peut être à certains moments un handicap. Et puis le fait que l'ensemble du modèle va évoluer va faire qu'on va faire la même chose avec moins de monde. Et donc si on va le faire avec toujours autant de monde, il faudra faire beaucoup plus de choses. Donc ça fait partie des changements majeurs. Et donc, ce qui est très important, à mon sens, c'est l'anticipation, parce que surtout si on a un impact social dans l'entreprise et qu'on veut continuer, bien évidemment, à travailler avec ses collaborateurs, il va falloir les accompagner, les former, leur faire comprendre ce que l'on fait, leur faire comprendre en particulier que la solution n'est pas dans l'incrémental. Il va falloir avoir des ruptures et amener des ruptures, faire des évolutions de compétences, anticiper ce que seront les compétences de demain, savoir aller chercher sur le marché les compétences effectivement de nouvelles générations, mais aussi pour une durée éventuellement limitée, pour la durée d'un projet, des compétences particulières qui vont venir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Souvent, et je crois que c'est Jacques Attali qui avait expliquer cette notion un peu de troupe de théâtre, c'est-à-dire des gens qui, sur un projet, viennent travailler, y trouvent un certain intérêt, et puis ensuite repartent par ailleurs. Mais ça sera sans doute pour des experts. Moi, je crois qu'il va y avoir quand même toujours une demande de sécurité de la part des gens. Donc, c'est pour ça que je crois que le CDI restera quand même un élément extrêmement important. On est sans doute à l'optimum de ce que ça peut être, mais ça va continuer à exister. Mais par contre, vont en complément se développer de nouvelles formes d'emploi et qui seront complémentaires et qui feront qu'à un certain moment, les compétences, la forme des formes d'emploi dans l'entreprise va évoluer en fonction de ce que seront ces phases de développement. Alors là, on parle de stratégie digitale et d'accompagnement des salariés. Est-ce que l'innovation peut aussi venir de l'intérieur et de ces fameux salariés, justement ? En répondant à la question et en relais de ce que vient de dire Alain, moi je crois qu'on vient d'abord, on va dire historiquement, d'un monde qui était un monde de biens et de services.
et où, on le sait, les modèles économiques, on ne va pas remonter à l'histoire de la naissance de l'économie, mais si on prend les modèles d'Adam Smith et de tous ceux qui ont suivi, les facteurs, c'était quoi? C'était le facteur travail, le facteur capital. Et on mesurait en fait un bien à travers le facteur capital, c'est-à-dire le temps qu'il a fallu pour le produire. Et là, ce qu'on est en train d'assister, c'est à une rupture totale où on passe d'un monde de biens et services à un monde des idées. On appelle ça l'économie des idées. Et l'économie des idées, c'est quoi? Au fond, si on simplifie, c'est l'innovation. Donc demain, eh bien, ça va avoir une application énorme. Parce que dans le modèle d'avant, on parle de durée du travail, on parle de productivité. Dans le monde de demain, ces notions vont complètement changer. Donc en fait, c'est pourquoi je le fais plutôt que combien de temps j'ai mis à le faire. Et puis c'est aussi les idées que vous allez apporter. C'est-à-dire que vous allez produire des idées, des innovations qui vont transformer l'entreprise. Il se passe quoi dans le monde d'avant? Dans le monde d'avant, vous avez une idée, vous dites, je ne vais pas la partager forcément avec mon entreprise, je vais démissionner, je vais monter ma start-up et je vais gagner de l'argent parce que mon idée est géniale. Dans le modèle de demain, c'est comment peut-on travailler, comment peut-on favoriser ce qu'on appelle l'intrapreneurship, mais le vrai. C'est-à-dire que vous avez une idée et l'entreprise vous associe au succès de l'idée en vous payant une partie, en vous donnant une partie des royalties. Les Japonais font ça aujourd'hui, où ils donnent finalement aux salariés une partie des fruits de leur propre innovation. Du coup, vous ne portez pas totalement le risque, donc c'est normal que vous ne soyez pas hyper payé, vous ne perceviez pas la totalité, mais en même temps, voilà, c'est normal que vous ayez quelques fruits du travail d'innovation dont vous avez fait preuve. Donc ça fonctionne comment? C'est des équipes plus réduites en fait qui travaillent sur des voilà. projets Donc tout va changer. En fait, on va aller vers une société, comme le disait Alain, où je pense que le CDI va forcément continuer. En plus, il s'intègre parfaitement à notre modèle social. Mais par contre, on va voir se développer de nouvelles formes de travail avec de nouveaux indicateurs de mesure de la performance et de la productivité, entre guillemets. Parce que le monde est en train d'évoluer. Mais alors, est-ce que ce n'est pas justement une manière pour les grandes entreprises de reséduire ces jeunes qui veulent tous aujourd'hui monter leur start-up et qui sont plus attirés par l'entrepreneuriat, comme le montrent certaines études, que par l'entreprise traditionnelle? Mais il ne faut pas que ce soit que dans la posture. Il faut qu'une fois que les gens jeunes sont à l'intérieur, et je pense qu'aujourd'hui il y a un peu de défiance par rapport aux grandes entreprises, ils puissent donner du sens à ce qu'ils font et pouvoir s'exprimer. Et je crois que c'est un des grands challenges des grandes entreprises, c'est comment est-ce que je fais émerger cette innovation. Moi, je suis très surpris quand je prends mon entreprise, ces différentes marques, ces différentes filiales, et que je discute avec les équipes, elles savent ce qu'il faut faire. Et elles n'ont qu'une seule envie. D'ailleurs, elles sont très frustrées que l'entreprise n'aille pas plus vite. Et souvent, d'ailleurs, le dirigeant dit « mais oui, moi, je veux que ça aille vite ». Et puis après, vous avez un corps de management intermédiaire et qui n'est pas là que pour faire des blocages. C'est qui veut retrouver sa place. Donc, c'est très important pour l'entreprise. Et je pense que c'est le préalable à tout ceci. C'est comment est-ce que je mets en place une nouvelle culture d'entreprise qui favorise l'innovation, l'émergence d'idées, de tester des idées. Elles réussissent, tant mieux. Elles échouent, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y en ait 2 sur 5 qui marchent. Voilà. Et comment est-ce que et c'est vrai que dans des entreprises sur lesquelles ces 20 dernières années, on les a beaucoup processées pour maîtriser le risque, pour avoir une efficacité opérationnelle optimale, ce sont des changements culturels majeurs, mais qui sont le préalable, à mon sens, à toute réussite dans ce nouveau monde. Et alors, dans cette organisation où il y a donc des petits groupes qui travaillent régulièrement finalement à des possibles stratégies de l'entreprise, où est la place du dirigeant? Est-ce qu'il conserve toujours la même place ou est-ce qu'il doit lui aussi adapter son rôle au sein de l'entreprise? C'est une grosse partie de l'ouvrage. C'est effectivement la dernière partie du livre. On a développé cette partie-là parce que c'est très intéressant. C'est de quel type de leader on aura besoin demain dans ce monde, demain et en fait dès aujourd'hui. Et oui, le leader le modèle du chef qui sait et qui dit suivez-moi parce que je sais et faites ce que je vous dis n'existe plus depuis longtemps. Mais même par rapport à ces modèles qui ont existé, on voit encore de très grands changements. Donc on va vers quoi? On va vers l'entreprise, c'est de la création de valeur. Création de valeur, partage de la valeur. Donc le leader, c'est celui qui va donner les moyens à l'entreprise de créer cette valeur. Et ensuite qui va permettre à l'entreprise, par un travail collaboratif, de partager cette valeur. Et la partager, pas uniquement à l'intérieur de l'entreprise, mais avec l'écosystème dans lequel on évolue. J'aime bien la théorie de Michael Porter, qui a
diffusé de nombreuses théories au cours de sa carrière, mais la dernière est intéressante, la shared value, l'économie partagée, où il dit finalement une entreprise qui s'installe dans un endroit, par exemple pour nous, la région grenobloise par exemple, eh bien, quand on arrive dans la région, on n'a pas intérêt uniquement à faire des profits pour nous-mêmes, mais on a intérêt à partager une partie de ces profits pour faire vivre l'écosystème autour de nous, parce qu'on en tirera un bénéfice. Et si tout le monde fait ça, eh bien finalement, on va vers une économie qui va être productive et profitable pour tout le monde. Il y a des idées à piocher là-dedans, parce que je pense que c'est un peu vers ça qu'on tend. Et la plupart des grands dirigeants des startups emblématiques, qui ne sont plus encore une fois des startups, hein, ce qu'on appelle des licornes aujourd'hui, Facebook, etc. Donc même plus voilà, on voit qu'ils ont un peu cette démarche. Et il y a des choses extrêmement intéressantes. Hein. Mais ce n'est pas vrai que pour les startups, c'est vrai aussi pour les grandes entreprises qui font des choses tout à fait innovantes. Hein. Par exemple, le patron de Starbucks, quand il a reconstruit Starbucks, et son livre est remarquable de ce point de vue-là, il a vraiment changé la donne, je pense. Alors, il y a quelque chose qu'on entend souvent dans cette émission. On parle de digital, on parle de technologie, on parle de numérique, et pourtant, mes invités me disent très régulièrement, au cœur de la transformation numérique, il y a l'humain. Simplement, les compétences ne seront plus les mêmes. De quelles nouvelles compétences on va avoir besoin demain, et surtout, où est-ce qu'on va les chercher, ces compétences? Parce que si l'entreprise évolue, la société évolue peut-être un petit peu plus lentement ou peut-être un petit peu différemment. Alors, c'est vrai que les compétences vont changer, et souvent quand j'interroge les dirigeants d'entreprise, ils me disent demain j'aurai besoin de moins de monde et de pas les mêmes. Parce que d'abord, pas les mêmes personnes, parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui vont être automatisées. Donc des tâches répétitives vont être automatisées, y compris des tâches de service qui aujourd'hui étaient faites par des employés. Donc on va avoir des robots récupérer certaines... Des robots, enfin, des ordinateurs, et donc il va falloir que les gens évoluent. Et puis deuxième sujet, ces compétences, il va falloir les former. Et sans doute qu'il ne va pas falloir pour les entreprises n'attendre que l'éducation nationale ou l'État forme ces compétences. Et donc il va falloir d'abord que l'entreprise adapte ses compétences et dise j'ai des gens dont les métiers vont disparaître, quels sont ceux et comment je vais pouvoir les accompagner pour aller sur les compétences dont j'aurai besoin demain, parce qu'en plus c'est mon rôle social vis-à-vis de ces gens-là. C'est la capacité aussi de créer des écosystèmes, éventuellement sur un secteur d'activité et des entreprises qui se regroupent pour former des gens. C'est potentiellement aussi le rôle des pouvoirs publics, mais je crois que ça sera aussi quand même beaucoup partie de ce qui va être réalisé par des entreprises. Bon, je pense que j'ai un centre d'expérience que nous avons sur un certain nombre de bassins d'emploi où il y a une pénurie de compétences et où nous associons différentes entreprises. On va chercher les profils là où ils sont et on les forme. Mais il faut, en tout cas, si on attend que les compétences arrivent formatées comme on les attend, je pense qu'on peut les attendre longtemps. Donc c'est les entreprises qui fixent leurs attentes, finalement elles sont les mieux placées pour le savoir, et qui ensuite se chargent plus ou moins de réaliser en fait la formation. Gérald, vous partagez cet avis? Non, totalement. Là, avec peut-être juste un élément complémentaire qu'on a développé aussi avec Alain dans l'ouvrage, c'est le fait que dans cette révolution, 4e révolution industrielle dans laquelle nous sommes, qui s'appuie sur la transformation digitale, tout le monde a sa chance. C'est-à-dire qu'en fait, comme le critère c'est l'innovation et la créativité, toutes les formations, tous les profils, toutes les expériences peuvent contribuer à l'entreprise. Alors qu'on vient de 2 ou 3 décennies, en tout cas depuis l'après-guerre jusqu'à la fin des années 90, c'était un monde dominé, et pour cause, par les ingénieurs. Parce qu'on a eu la reconstruction de l'économie d'après-guerre, il a fallu des ingénieurs qui ont pris le pouvoir, puis les financiers qui ont pris le pouvoir dans les années 80-90. Et là, c'était un monde très contrôlé par le monde ingénieur. Et aujourd'hui, les ingénieurs jouent encore un rôle très important, bien sûr. Mais ça va ouvrir l'espace. Et donc, tout le monde va pouvoir participer. Il suffit d'avoir, finalement, de mon point de vue, un regard différent sur l'entreprise, les processus et les métiers. Donc innover avec créativité. Oui, voilà, c'est la créativité. Merci pour cet échange, messieurs. Merci. Je vous rappelle donc que vous retrouverez tout ce que nous venons de se dire et beaucoup plus dans le livre Digital, Emploi et Compétences, Terre Nouvelle, Droit devant, aux éditions Erol. Et je vous propose maintenant d'accueillir Oussem Hamza qui va nous présenter D4J. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.